Voici une petite vidéo un peu plus légère pour s'amuser. Il faut s'amuser. On va raconter un de mes cas préférés, peut-être même mon cas préféré, dans le livre de David Clarke, They Can't Find Anything Wrong. Ils ne peuvent rien trouver qui cloche avec vous. Et ensuite, évidemment, nous allons en tirer quelques leçons. Il faut s'amuser, mais il faut en tirer des leçons aussi. C'est un des thèmes de la vidéo, l'équilibre. On s'amuse, on en tire des leçons, on a le meilleur des deux mondes. Donc, quel est mon cas préféré dans son livre? C'est un cas que je trouve fascinant. C'est l'histoire d'un homme qui a eu une enfance difficile. Il s'est toujours senti isolé, il avait de la difficulté à créer des liens avec les autres. Et là, finalement, dans sa vie, il a trouvé une femme qu'il aimait beaucoup, qu'il aimait énormément. Donc, il était peut-être plus attaché que la moyenne des gens à sa conjointe. Et là, elle a eu une condition médicale reliée à son foie, qui créait de la jaunisse et des grattements, des picotements. Elle devait se gratter. Il a eu extrêmement peur de perdre sa femme et il a fait une prière à Dieu. Beaucoup de gens religieux dans le livre, on est aux États-Unis, et il a dit, Dieu, épargne ma femme et je vais prendre son picotement. Je vais prendre son picotement sur moi, Dieu. Quelqu'un a présenté un traitement alternatif à sa femme. Ça a fonctionné. Elle a guéri de sa condition au foie. Et puis, à partir de ce moment-là, l'homme, ça a commencé à lui piquer à travers le corps dans une espèce de rotation constante. Une journée, ça lui piquait l'avant-bras. Une journée, l'épaule. Une journée, le genou. Ça lui piquait constamment. Mais ça changeait de position dans son corps. Il est venu voir David Clarke. David Clarke a fait son histoire. Il ne voyait pas vraiment de cause évidente de stress dans sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'il les laisse parler, les écoute. Il a entendu l'histoire et il a dit, serait-ce possible que lorsque tu as fait ta prière à Dieu et que tu as dit, je veux prendre le picotement sur moi et que ta femme a été épargnée, tu t'es dit subconsciemment que tant que je gardais ce picotement, que je devais me gratter, ça protégeait ma femme, dans un sens. C'est comme si tu gardais ta prière avec Dieu, tu assumes le picotement pour la garder en vie. C'est toi qui la gardes en vie dans ton subconscient avec ton picotement. La femme était un peu surprise d'entendre ça. Elle regarde son mari et pour lui, ça fait du sens. Moi, je trouve l'humain fascinant. La vie est fascinante, mais l'humain encore plus, le cerveau, un des objets les plus complexes dans l'univers. On ne sait pas trop les liens qui se font là-dedans. Ça faisait du sens pour lui. Il dit, je crois que tu as frappé le clou sur la tête, docteur. Il s'est dit, subconsciemment, c'est ce que j'ai fait. J'ai assumé le picotement comme dans la prière. Et puis ma croyance était que c'est ce qui gardait ma femme en vie. Et là, David Clarke l'a rassuré que même si sa femme redéveloppait la même condition, le traitement fonctionnerait à nouveau. Il a réalisé que sa femme était bel et bien saine et sauve, qu'il n'avait pas besoin de il n'avait pas besoin de garder le picotement pour la sauver, pour la garder en vie. Et le symptôme est disparu. C'est un cas intéressant. Je ne savais pas si je devais en parler. Je trouve ce cas drôle même. C'est cocasse. C'est tordu un peu, hein, la psyché humaine. Très étrange. Je n'aurais pas fait une vidéo juste pour parler de ce cas. Mais évidemment, on va s'en servir pour tirer une leçon. Beaucoup de gens, quand ils lisent les livres
du docteur Sarno, John E. Sarno, deviennent un peu obsédés par ce genre de cas. Les cas où les gens découvrent une espèce de problème émotionnel sous-jacent, règlent le problème, les symptômes s'en vont. C'est mon impression aussi en lisant les livres de David Clarke. David Clarke est un pionnier, tout comme Sarno. Les deux travaillaient en isolation. Sarno était à New York, sur la côte Est. David Clarke était sur la côte Ouest des États-Unis. Ça lui a pris du temps avant que les gens lui disent « Ah, est-ce que tu connais Sarno? » Il fait un peu le même genre de travail. Au début, il ne savait pas trop. Il disait « Ah, parle-moi-en donc pour voir. » Au lieu d'admettre son ignorance. Fait intéressant, c'est seulement vers les années 2010 que tous ces gens qui travaillaient en isolation se sont enfin rassemblés, entre 2009 et 2011. Tous les gens comme David Clarke, comme Howard Schubiner, David Schechter. C'est seulement vers les années 2010 qu'ils se sont rassemblés. Beaucoup de gens se sont rassemblés. Et en fait, oh mon Dieu, nous en sommes arrivés aux mêmes conclusions en isolation. Commençons à mettre notre connaissance en commun. Donc, c'est vraiment un phénomène tout à fait récent. Hein? 2010, c'est tout jeune. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler le reconditionnement de la douleur. Donc, David Clarke faisait ce travail, il a commencé dans les années 80. Et moi, mon impression en le lisant, c'est que quelqu'un peut tirer les mêmes conclusions qu'avec Sarno, devenir obsédé par ce genre de cas, où les gens trouvent un problème émotionnel sous-jacent, le règlent, les symptômes s'en vont. Moi, maintenant, mon expérience, très limitée, hein, prenez ça pour ce que ça vaut, d'avoir observé le reconditionnement de la douleur qui est en expansion sur YouTube, c'est que il ne faut pas obséder avec ce genre de cas. Dans mon expérience, ce n'est pas la majorité. La majorité des gens doivent trouver un équilibre entre les deux. Entre ce qu'ils appellent le reconditionnement de la douleur étroit, qui pourrait être personnifié par Alan Gordon, et déjouer la douleur chronique, c'est-à-dire le cerveau fait une erreur, nous corrigeons l'erreur du cerveau, les symptômes s'en vont, d'un côté. De l'autre côté, les espèces de cas de Sarno et Clarke où les gens ont un problème émotionnel sous-jacent, on règle le problème émotionnel, les symptômes s'en vont. Ah oui, c'est ma rage envers mon père. Ah oui, j'assumais le picotement parce que subconsciemment, je croyais que ça gardait ma femme en vie. Qu'est-ce que moi j'appelle maintenant le reconditionnement de la douleur est beaucoup plus large que tout ça. Et l'individu moyen doit faire une espèce d'équilibre entre les deux. Beaucoup de gens dans le reconditionnement se plaignent qu'il y a un reconditionnement de la douleur trop étroit, corriger l'erreur du cerveau, il faut inclure les émotions. Quand on fait le reconditionnement de la douleur étroit, beaucoup de gens tombent dans ce qu'on appelle le piège structurel. Très important de ne pas tomber dans le piège structurel, c'est-à-dire le doute, toujours penser que ce n'est pas neuroplastique. Ah, je me suis vraiment fait mal au genou. C'est là que ça se joue. C'est le doute, est-ce structurel? Est-ce neuroplastique? Mais beaucoup de gens trouvent que c'est trop étroit. Il faut inclure les émotions. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le piège émotionnel. Beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent sur un autre, tombent dans le piège émotionnel et se disent « Ah, si je règle ma rage envers mon père, tous mes symptômes vont disparaître. » Mon expérience personnelle et ce qui semble être l'expérience de la plupart des gens, des histoires de succès que j'ai consultées et des thérapeutes, ce sont des thérapeutes sur YouTube qui m'ont aidé, principalement Tanner Murtaugh et Jim Prusak, nous présentent une technique où c'est une balance, un équilibre entre les deux. L'individu moyen a besoin de faire, oui, un genre de reconditionnement de la douleur, corriger l'erreur du cerveau et devenir de plus en plus un détective émotionnel, si on veut utiliser cette expression, et voir de plus en plus le lien entre nos émotions
et nos symptômes. Et moi, l'ordre dans lequel ça s'est passé, c'est que j'ai commencé avec une version plus étroite du reconditionnement de la douleur. Et là, de plus en plus, c'est-à-dire corriger l'erreur du cerveau. Et là, de plus en plus, je voyais le lien entre mes émotions, mon stress, la pression que je me mets sur mes épaules, l'autocritique, etc. et mes symptômes. Donc, si on veut personnifier ces deux tendances par Gordon, qui ne parle pas assez des émotions, et Sarno, qui parle, je trouve, même un peu trop des émotions, il faut créer une espèce d'équilibre entre les deux. Je mentionne souvent ces deux personnes parce que, malheureusement, ce sont les seuls qui ont été traduits en français. Donc, je me sers d'eux comme la personnification de ces deux tendances. Corriger l'erreur du cerveau, mettre trop d'emphase là-dessus peut-être, mettre trop d'emphase sur les émotions, comme Sarno. Le reconditionnement de la douleur en ce moment semble devenir beaucoup plus large et inclure ces deux tendances et créer une espèce d'équilibre aussi entre les deux. Pour moi, il a vraiment été question de reconditionner le cerveau, corriger l'erreur du cerveau et d'être de plus en plus conscient du lien entre mes émotions, le stress et les symptômes. Donc, c'est les deux. On peut tomber dans le piège structurel, on peut tomber dans le piège émotionnel. C'est quelque chose qu'on voit souvent, les gens qui obsèdent avec les cas de Sarno. Ah, mais eux, ils ont réussi à inner leur douleur en un moment. Il a suffi de... Ça donne vraiment une mauvaise impression du processus à travers lequel la plupart des gens ont besoin de passer pour faire le reconditionnement de la douleur. J'espère que cette vidéo a été utile. J'essaie de faire des vidéos plus courtes des fois, mais je vois que je dépasse déjà le 10 minutes. Gordon est trop étroit. Sarno est trop étroit. Il y a un piège structurel, mais il y a un piège émotionnel. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre les deux.